Ok. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier podcast. Je suis Michel et... Merde. Ah là là. Comprenez-moi, c'est le premier podcast. Soyez indulgents, soyez indulgents. Bienvenue en tout cas sur la chaîne Retour au pays. Dans ce premier podcast, j'ai décidé de vous raconter mon histoire. Je pense que pour lancer cette chaîne, j'aimerais qu'on apprenne à se connaître. Donc n'hésitez pas à me raconter votre histoire en commentaire. Alors je me lance tout de suite. Mais juste avant, je tiens à préciser que j'ai longuement hésité à lancer cette chaîne YouTube. Mais la chose qui m'a décidé à passer le cap, c'est que je me dis que ça peut inspirer beaucoup de personnes. Parce que moi, je suis à fond dans tout ce qui est retour en Afrique. Donc tous les jours, je mets des choses en place pour organiser mon retour en Afrique afin que ça se passe au mieux. Et je pense que quelqu'un qui est dans cette même optique-là peut vraiment s'inspirer. Les personnes qui pensent retourner en Afrique, même pour voyager ou pour s'installer définitivement, peuvent vraiment s'inspirer de ça. Et ensemble, on va beaucoup plus loin, quoi. Donc voilà, donc je lance cette chaîne. J'essaierai de poster des podcasts dans un début. Et je sais que ça va prendre. Je sais que ça va prendre. Et après, je passerai aux vidéos face cam. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci avec ça. J'ai pas honte de montrer mon visage. Je suis très à l'aise avec ça. Donc voilà, tout de suite c'est parti avec mon histoire. Donc moi je suis Michel, je vais bientôt avoir 30 ans. Et je suis arrivé en France en 2009. Ok. Donc il faut savoir que moi j'arrivais en France pour rejoindre ma famille. Donc pour moi la France était un paradis. Non pas parce que c'est l'Europe comme tous les autres pensent. C'est simplement parce que toute ma famille était en France et moi j'étais encore à Kinshasa. Donc le fait de pouvoir vivre avec ma famille, mon père, ma mère, mes soeurs et tout, pour moi ça représentait le paradis au fait. C'était la promesse d'un bonheur. Mais malheureusement, à ma grande surprise, lorsque je suis arrivé, donc j'ai vécu une descente aux enfers, si je peux l'appeler comme ça. C'était pas vraiment une dépression, je l'appellerais, je n'irai pas jusqu'à là, quoi, mais c'était vraiment une sérieuse descente aux enfers. Pour vous donner un peu l'idée de ce que ça représentait, c'est que je m'enfermais dans ma chambre, je baissais les volets à fond et j'étais là, je dormais toute la journée, quoi. Parce que quand j'étais arrivé, j'avais pas encore de lycée, j'avais pas encore d'école, donc j'avais vraiment rien à faire. Donc voilà, c'était vraiment chaud et ça durait plus de 3 mois, quoi, 3-4 mois. Et vient enfin le temps où je trouve un lycée, donc j'arrive en plein milieu d'année scolaire, donc tout le monde est déjà là, tout le monde se connaissait, tout le monde avait déjà ses potes, et moi je débarque comme ça, je me souviens encore, c'était en cours d'histoire. Donc la surveillante me ramène, elle frappe à la porte, j'étais stressé, j'étais vraiment stressé. Elle ouvre la porte et donc du coup elle parle au prof. Ah voilà Michel, le nouveau qui vient d'arriver d'Afrique. Là, tout le monde me regarde. Je vous laisse ressentir ma surprise. Donc, déjà de voir une salle de classe remplie des personnes plutôt européennes. J'avais pas du tout l'habitude de voir ça dans mon ancien lycée à Kinshasa. Donc le prof m'accueille très très content et je me dis mince, donc c'est ici que je vais passer ma scolarité. C'était les débuts des problèmes. Donc tout de suite j'avais un surnom, c'était le blédard. Donc on m'appelait le blédard. Bon, les gens n'osaient pas venir en face de moi mais m'appeler le blédard, hein, mais j'entendais quand je passais derrière moi, ah c'est le blédard et tout ça, tu vois. Et donc pour la petite histoire, j'habitais très proche du lycée. Donc une fois, j'allais faire les courses. Donc ma mère m'envoyait faire les courses avec mon caddie. Et pas de bol, l'arrêt de bus était rempli. Donc il y avait toute ma classe, toute la promo et tout ça. Et je sais pas comment, j'avais pas vu au fait qu'il y avait des élèves qui attendaient le bus et tout ça, quoi, tu vois. Donc moi j'arrivais tranquille avec mon caddie. Et j'arrive à peu près, on va dire, à 200 mètres. Et là, je me rends compte, je dis, mince, non, je vais devoir passer devant avec mon caddie. Punaise, comment je peux faire ça? Donc voilà, bon, je me suis dit, bon, je prends mon courage à deux mains et je passe. Bah, quand je passais, j'entendais des rires. Ah, c'est le blédard et tout ça, tu vois. Donc je me suis dit, attends, Michel, soit tu restes dans ton coin enfermé, parce que du coup, je voulais pas trop me mélanger, quoi. Déjà, quand je voyais des manques de manquements de respect comme ça, je voulais pas me mélanger avec les gens, sauf que j'étais seul au fait. Donc je me suis dit, Michel, écoute, soit tu restes dans ton coin tout seul
et tu continues à broyer du noir, soit tu t'intègres au fait. Voilà, donc là vient le premier pilier de cette chaîne, c'est l'état d'esprit. Je vais beaucoup en parler sur cette chaîne. L'état d'esprit, d'autres chaînes l'appellent le mindset. Ok, donc là j'ai décidé au fait de commencer à m'intégrer au groupe. C'était pas facile. Et la technique que je trouvais, c'est de faire un peu le clown. C'est-à-dire que ne pas prendre les choses au premier degré, toujours prendre les choses au deuxième degré. Même quand on m'appelait le blédard, je le prenais pas mal, je souriais, je répondais avec une vanne et tout ça. Et les gens dans mon lycée ont commencé à me prendre pour quelqu'un de cool. Ils disaient, ah lui c'est un blédard, mais il est cool, il est intégré. J'ai commencé à me faire des potes. Et même eu un collègue de classe, c'est vraiment lui qui a rompu ma solitude. Donc William, si tu passes par là, je te salue. Qui m'a proposé d'intégrer son club de basket. Voilà, donc c'est là qu'a commencé mes premières amitiés. Il m'a dit, Michel, t'es grand. Comme t'es grand, moi j'ai un club de basket, tu peux venir jouer avec nous. J'ai dit, ah bon, mais je suis partant. Dans tous les cas, j'avais pas de potes. Tous mes potes étaient restés au bled. Je connaissais même pas mon voisin. Donc je vous laisse imaginer mon soulagement. Il m'a dit, viens jouer avec nous. Donc voilà, donc j'ai intégré ce club-là et là je me suis fait plein de potes. Donc le week-end, même quand il n'y avait pas d'entraînement, on se voyait, on jouait ensemble. J'ai commencé à me faire inviter à des barbecues, à des petites fêtes de lycée. Donc voilà, donc très très vite, en changeant mon état d'esprit, j'ai pu m'intégrer dans mon lycée. Bon, il y avait toujours les moqueries, hein. Il y avait toujours le blédard par-ci par-là, machin, tu vois. Mais je me suis dit non, je leur laisse m'appeler comme ils veulent, il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc à cette époque-là, il faut savoir que je ne pensais pas encore le retour au bled aussi activement qu'en 2015, qu'à partir de 2015. Ok, donc dès que j'étais arrivé, je me disais, bon, je finis mes études, je rentre vivre en Afrique, mais j'étais pas encore à fond. Donc je vous passe l'époque lycée, j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter sur l'époque lycée, mais l'essentiel c'est ça au fait, c'est que voilà, changement de mindset, intégration, je me suis fait des potes tout ça. J'intègre mes études supérieures et là il se passe quelque chose qui a changé le cours de ma vie. C'est-à-dire que en première année d'école d'ingénieur, on devait trouver un stage, parce que j'ai fait une école privée plutôt qu'une fac en informatique. On devait trouver un stage. Donc moi j'ai trouvé un stage, l'un des meilleurs stages de la promotion. Vraiment l'entreprise était située aux Champs-Élysées, une start-up prometteuse avec des grands clients déjà dans le domaine de la finance. Donc vraiment un superbe stage quoi. Et il faut savoir que c'était la première fois que j'allais travailler en entreprise en France. Vraiment la première fois. Je passais à la Défense. Je voyais les grandes tours, mais j'imaginais pas ce qu'il y avait dedans. Je me promenais sur les Champs-Élysées, je voyais les magasins, je voyais quelques bureaux, mais j'imaginais pas le monde qu'il y avait dedans, quoi. Et là, pour la première fois, donc je passe mon entretien de motivation, le mec était content. C'était pour réaliser un développement logiciel pour une compagnie de gestion d'actifs. Donc je suis sélectionné, je suis pris et tout ça. Et là, j'arrive pour la première fois au bureau. Et je vois que tout le monde bosse en open space. Et à l'époque, je voyais des open space dans des films et tout ça. Je savais ce que c'était, quoi. Mais ça m'a surpris. Et j'ai demandé à mon maître de stage, messieurs, vous n'avez pas des bureaux? Il m'a dit non, on travaille tous en open space. C'est comme ça que ça se passe maintenant dans le monde de l'informatique, dans le monde des cadres. C'est comme ça que ça se passe. Tout le monde bosse en open space. Et j'étais très déçu. Vous allez me demander, mais pourquoi Michel, tu es déçu de voir des gens bosser en open space? Parce que durant toutes mes études, on m'a promis que je ferais partie de l'élite. Et ayant grandi à Kinshasa, quand on fait partie de l'élite, on a un bureau. Mon père, par exemple, avait un bon travail quand on vivait à Kinshasa et il avait un bureau. Donc durant toute mon enfance, pour moi, la réussite, au fait, dans le monde professionnel, se matérialisait par le fait d'avoir un bureau. Franchement, je ne saurais pas vous expliquer autrement, quoi. J'ai grandi avec ça dans mon esprit, et c'est pour ça que j'ai entrepris des études en école d'ingénieur, faire une classe préparatoire, passer un bac S. Si j'ai fait tout ça, c'était simplement parce que je voulais faire comme mon père, au fait. Je voulais être un cadre avec mon bureau, voilà. Donc du coup, je redemande à mon maître de stage, attends.
vous êtes sûr que ici personne n'a un bureau? Il me dit, mais Michel, qu'est-ce que tu veux qu'on ait un bureau? Parce que l'open space facilite la communication, on peut facilement échanger l'information. Et j'étais déçu. Je dis, mais mince, attends, toutes ces études coûteuses pour ne pas avoir un bureau. Je sais que ça paraît vraiment con dit comme ça. Maintenant que j'ai grandi, je me dis, mais waouh, j'étais quand même assez particulier, quoi. Pour moi, je voulais mon bureau, quoi. Comme le bureau de mon père, il avait nos photos sur sa table, son ordinateur là. Voilà, je voulais avoir un bureau. Et le gars, il voit tellement que j'insiste, il me dit, Michel, tu sais que dès que tu dépasses Nanterre préfecture, tout le monde a un bac plus 5, hein, Michel. Hein. Donc il m'a lancé une petite pique, quoi, pour les personnes qui vivent en France, ils vont comprendre, hein, parce que avant Nanterre préfecture, c'est un peu la banlieue parisienne, donc dans l'esprit de certaines personnes, c'est un milieu reculé où les gens n'ont pas fait d'études. Donc voilà, donc il m'a lancé une pique en me disant, bah, Michel, tu sais que dès que tu arrives à la Défense, tout le monde a un bac plus 5, donc pourquoi toi tu auras un bureau et pas les autres? Bref, je me suis dit, mince, c'est comme ça en France, quoi. Ok, y a pas de souci, J'ai commencé à bosser, 1 semaine, 2 semaines, et à la 3e semaine, il s'est passé quelque chose qui a changé ma vie à jamais. Il y a un gars qui est rentré dans l'open space, il saluait tout le monde faisait des gros sourires, même quand il faisait une blague qui n'était pas super drôle, tout le monde rigolait. Je me suis dit, mais c'est qui ce gars? Et là, on me présente, le nouveau stagiaire, Michel, voici Denis, donc c'est le CEO de cette boîte, tout ça. Je dis, enchanté, c'est vous le stagiaire? Oui, ça se passe bien. Le gars très marrant et tout ça, il dit, on parle. Et là, il se passe un truc. Déjà, je vous rappelle que pendant mes 2 semaines de boulot, il y avait une salle en haut, au fait, qui était toujours éteinte. Il y avait des rideaux. Donc, de là où j'étais en open space, quand tu regardais vers le haut, tu voyais une salle. Bon, ça ressemblait plutôt à un local où on déposait des PC, où on stockait des choses, quoi. Voilà, mais j'ai calculé pas plus que ça, quoi. Et là, quand il a fini de me parler, j'ai entendu les escaliers grincer. Donc, quelqu'un qui montait. Et là, j'ai senti en moi qu'il se passait quelque chose de ouf. Et là, je regarde, je vois la salle que je prenais pour un local de stockage qui s'illumine, au fait. Il y avait de la lumière, le mec a tiré les rideaux et c'était son bureau. Monsieur Denis avait un bureau. Je me suis dit, mince! Ce gars, c'est le seul à avoir un bureau. Donc, depuis ces jours-là, je me suis dit, attends, Michel, si tu veux avoir un bureau, tu dois être chef d'entreprise. Donc, voilà l'événement qui a changé ma vie. True story. Véritable histoire. No fake. No fake. Je dis, non, Michel, si tu veux avoir un bureau, comme tu le désires tant, tu dois créer des entreprises. Tu dois te buter à créer des entreprises. Et là, je suis allé, dès que je suis rentré chez moi, j'ai écrit sur Google, sur YouTube, comment devenir chef d'entreprise. Et là, j'ai vu que tous les coachs conseillent généralement la lecture. Il faut lire, il faut beaucoup lire. Bon, ça parlait d'immobilier, de bourse, machin, mais il y avait quelque chose qui revenait assez souvent, la lecture. Il faut lire. Je me dis, ok, bon, moi, c'est pas trop mon truc, hein, à part les livres que j'ai dû lire au lycée. Bon, j'aime pas lire tant que ça, quoi. Mais comme tout le monde dit qu'il faut, ok, on va lire. Et je me souviens qu'il y avait une Fnac, je pense encore qu'elle existe encore jusqu'à aujourd'hui, en diagonale de mon bureau, en fait. Donc quand tu traversais donc sur la Champs-Élysées, hein, là où je travaillais, quand tu traversais la route, en face, il y avait une Fnac. Donc dès que j'ai fini mon stage, je suis allé à la Fnac, donc j'ai pris des livres, comment créer une entreprise, j'ai pris quelques romans policiers, et en tout, ça m'avait coûté 75 € à peu près. Et à l'époque, j'avais une gratification du stage de 575 € dans ces zones-là. Donc c'était énorme. Franchement, payer 75 € de livres, c'était énorme pour moi. Donc bref, j'ai pris plein de livres, comment créer une entreprise, l'intelligence émotionnelle, le management. Et là, j'arrive avec mes livres à la caisse. Et la caissière passe les livres, elle voit les titres, elle se tape une barre, quoi. Elle rigole. Elle me regarde, elle regarde les livres. Elle rigole, mais elle étouffe son rire, quoi. Elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Je sais pas qu'est-ce qu'elle a pensé, quoi. Je dis, bon, c'est pas grave, au moins je ferai rire quelqu'un aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Je prends mes livres et c'est là que commence mon aventure pour monter une entreprise. Et c'est là aussi que me vient l'envie
de retourner au pays. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie, vraiment le déclencheur, les déclencheurs, de mon envie de bâtir une indépendance financière, d'être chef d'entreprise plutôt que d'être salarié lambda. Ok. Donc enfin la dernière partie, donc on s'approche à la fin. Accrochez-vous s'il vous plaît. Bientôt la fin. La dernière partie au fait, c'est que je m'étais fixé comme limite à mes 27 ans, je devais déjà être en Afrique, quoi, à savoir à Kinshasa. J'ai dit grand maximum 27 ans. J'ai fini mes études, j'avais 26 ans, fin de 25, j'avais 26 ans. Je me suis dit, bon, je bosse 2 ans après, au courant de mes 27 ans, je rentre. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc, je vous épargne mes tentatives dans l'entrepreneuriat, mes réussites, mes échecs et tout ça. On aura le temps d'en parler sur cette chaîne. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus que 27 ans. Enfin, 2 ans de plus que 27 ans. Et je suis toujours en Europe. Ok ? Donc cette chaîne, au fait, va vous permettre de suivre les actions que je mets en place pour concrétiser mon indépendance financière. Parce que là, certes, j'ai des business, mais je ne suis pas encore indépendant financièrement. Et sur le net, on a plutôt l'habitude de voir des coachs qui sont déjà indépendants financièrement et qui vous font des vidéos pour vous apprendre comment faire comme eux. Et moi, je vous propose quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que je suis encore salarié, mais je vais vous montrer comment je vais atteindre l'indépendance financière. Et qu'est-ce qui fait en sorte que je sois si confiant ? C'est parce qu'au fait, j'ai eu des réussites, des échecs, et j'ai compris un peu le système, comment ça fonctionne. J'ai compris un peu les leviers qu'il faut activer pour atteindre son indépendance financière. J'ai été formé par plusieurs formateurs. Donc je vous passe les livres que j'ai dû lire. Voilà, donc tout ce bagage-là me permet au fait de savoir avec certitude que je serai indépendant financièrement d'ici 3 ans. Voilà, donc vraiment avec certitude, je le sais, mais du coup j'ai pas envie de l'atteindre et ensuite de créer une chaîne YouTube. Regardez, maintenant je suis indépendant financièrement, j'ai pas envie de retourner en Afrique et une fois arrivé en Afrique, là faire une chaîne YouTube, ah les gars je suis en Afrique depuis 3 ans. Non, j'ai vraiment envie que vous m'accompagniez dans ce processus, ok ? Donc ensemble, qu'on puisse mettre des choses en place et que vous voyez comment moi je progresse, mes doutes, parce que tout n'est pas rose, hein, vraiment je vous dis cash, hein, tout n'est pas toujours rose dans ce schéma de retour en Afrique, mais le fait de pouvoir voir ça, je sais que ça va vous motiver à faire de même et ça va vous rassurer que vous n'êtes pas un loser au fait, vous n'êtes pas un incapable. C'est simplement la vie, c'est comme ça. On prévoit des choses, ça se passe autrement. On rectifie le tir, on réussit, on avance un petit peu, on échoue, on rectifie, on réussit. C'est comme ça la vie, au fait. Donc voilà un peu le but de cette chaîne, quoi. Hein, vous montrer un exemple de quelqu'un qui se bat pour retourner vivre définitivement en Afrique. Après, si votre but, c'est simplement de voyager en Afrique, vous êtes aussi la bienvenue. Okay, vous aurez aussi un contenu par rapport à ça. Ok, donc je rappelle rapidement les 3 piliers de cette chaîne, hein, parce qu'on ne parlera pas que forcément des vidéos de retour en Afrique. Ça c'est juste une conséquence au fait. Ok, les piliers qui feront que vous réussissez votre retour en Afrique, c'est d'abord l'état d'esprit. Ok, donc tout commence d'abord dans la tête, c'est d'abord l'état d'esprit. Et après l'état d'esprit, c'est la gestion financière. Très très importante, la gestion financière. Il faut savoir épargner. Si vous n'avez pas d'épargne, n'osez même pas rêver d'un retour en Afrique. Je vous déconseillerais de faire un retour définitif en Afrique sans épargne. Ok, donc le deuxième pilier sur cette chaîne, l'épargne, la gestion financière globalement. Et enfin, le troisième, c'est l'entrepreneuriat. Vous pouvez rentrer en Afrique en tant que salarié, il n'y a aucun souci, mais je conseille fortement aux personnes de rentrer en Afrique en tant qu'entrepreneur. Pardon. Donc voilà, c'est tout pour ce premier podcast. C'était vraiment en freestyle. Désolé, je sais que j'ai bugué plusieurs fois. Vraiment, je tiens à m'excuser par rapport à ça. J'espère que le message est passé. J'aimerais que vous me disiez en commentaire votre histoire. Est-ce que vous êtes intéressé par un retour définitif en Afrique ?
Est-ce que vous êtes plutôt intéressé par la découverte de l'Afrique, par des voyages en Afrique, ou bien est-ce que vous aimeriez vivre en Europe et, je sais pas moi, juste regarder des vidéos qui parlent de retour en Afrique? Voilà. Qu'est-ce qui vous emmène sur cette chaîne? C'est à vous, les commentaires sont ouverts. Merci, très bonne journée.